Ravi de vous retrouver pour ce nouveau soir d'information. Bonsoir à toutes et à tous, le sommaire de ce journal. Réunion ce mardi du Conseil politique du RHDP et les instances dirigeantes du parti qui préparent les prochaines échéances électorales ont fait le bilan du scrutin présidentiel. Une réunion sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le projet de finances prévoit pour l'an 2021 équilibré de 8 398 milliards de francs CFA le budget de l'État. Le plan a été présenté ce jour aux députés membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Le niveau de la gouvernance en Afrique évalué par l'indice Mo Ibrahim, selon les données en 2020 de la gouvernance en Afrique, elle montre une performance en recul et la Côte d'Ivoire aussi en progrès occupe la 18e place du classement africain. Bienvenue dans ce 23h. L'élection présidentielle du 31 octobre dernier a eu pour vainqueur Alassane Ouattara, une victoire déclarée par le Conseil constitutionnel et saluée de ses homologues du monde entier. Je vous invite d'ailleurs à suivre ce message de la Chine. Ayant appris avec joie votre réélection au poste de président de la République de Côte d'Ivoire, je tiens à vous adresser au nom du gouvernement et du peuple chinois ainsi qu'à mon nom personnel mes sincères félicitations et vœux de nouveaux succès dans l'accomplissement de votre noble mission. La Chine et la Côte d'Ivoire sont de bons amis et de bons partenaires. Depuis ces dernières années, la confiance politique habituelle entre nos deux pays s'est renforcée, tandis que la coopération sino-ivoirienne dans de différents domaines a donné des fruits importants. J'attache une haute importance au développement des relations sino-ivoiriennes et entends œuvrer avec vous au maintien de ce bon élan des relations entre nos deux pays et au renforcement de notre coopération mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant au bénéfice de nos pays et peuples respectifs. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Voilà un message du président de la République populaire de Chine, lu pour vous par Franck Quadio. Et ce mardi 17 novembre 2020, il s'est tenu le premier conseil politique après les présidentielles du 31 octobre dernier, le premier conseil politique du RHDP. Il a été présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Il s'agissait pour les instances dirigeantes du parti de tirer toutes les leçons du scrutin présidentiel qui a vu la victoire de leur candidat et préparer ainsi les prochaines échéances. Je vous invite d'ailleurs à suivre l'adresse du chef de l'État, Alassane Ouattara. Vous avez fait preuve d'engagement militant, de responsabilité, de civisme et de patriotisme. Vous n'avez pas cédé à la provocation. Merci enfin pour la mise en œuvre de la décision du Conseil politique du 29 juillet 2020 qui m'a désigné pour conduire et poursuivre notre action de paix et de développement de notre beau pays. Chers frères, chères sœurs, chers amis, notre victoire à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 est le fruit du travail de chacune et de chacun des militants de notre grand parti, à tous les échelons. Je dis bien à tous les échelons. Et je vous suis reconnaissant. Bravo à chacune et à chacun de vous. Je voudrais saluer plus particulièrement l'importante contribution de la Direction nationale de campagne avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko et de la Direction exécutive avec Adama Bictogo, ainsi que tous les autres membres de la Direction nationale de campagne et leurs associés, ainsi que, bien sûr, les membres de la Direction exécutive et de toutes les structures du parti. J'ai bien évidemment une pensée pour deux éminents membres de notre parti, trop tôt disparus, à qui je voudrais une nouvelle fois rendre hommage. Il s'agit bien sûr de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de feu le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité. Que leur âme repose en paix.
Voilà, le chef de l'État engagé pour la paix et le développement. Je vous l'annonçais en titre, la fondation Mo Ibrahim note le niveau de la gouvernance en Afrique. La moyenne africaine de la gouvernance globale enregistre sa première baisse. Selon les derniers indices publiés par cette fondation, l'indice est de 48,8 en 2019 contre 49 sur 100 en 2018, soit un recul de 0,2 points pour le pourcentage d'une année à l'autre. Et cela n'est jamais arrivé depuis le début de la décennie. On en sait davantage avec Mahama Traoré. La moyenne de l'état de la gouvernance en Afrique est passée de 49 points en 2018 à 48,8 en 2019 selon l'indice Ibrahim. Une faible régression de 0,2 points, mais significative. C'est la première baisse que connaît la courbe d'évolution de la gouvernance en Afrique depuis 2010 selon la fondation Mo Ibrahim. Une baisse due au recul des performances en termes de sécurité, de démocratie et d'état de droit dans les pays africains. Le rapport 2020 de l'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique révèle que dans la catégorie participation démocratique, 29 nations sur les 54 figurent dans la zone rouge. Quant aux critères sécurité et état de droit, 22 pays sont dans une phase critique. Cet état des lieux ne concerne que l'année 2019, donc antérieure à la pandémie de la Covid-19. La fondation Mo Ibrahim redoute alors une détérioration de la situation l'an prochain, compte tenu de l'impact de la crise sanitaire. L'Afrique est à l'épreuve. Les fragilités de gouvernance mises en exergue par l'IIAG 2020 sont exacerbées par la Covid-19, qui menace en outre les progrès réalisés dans les domaines économiques et humains. L'insatisfaction et la méfiance des citoyens à l'égard de la gouvernance publique s'aggravent un peu partout. Entre 2010 et 2019, seuls 8 pays africains ont réussi à progresser dans les 4 catégories retenues. La Côte d'Ivoire en fait partie avec des points supplémentaires engrangés sur la période dans chaque catégorie retenue. 8 points pour la sécurité et état de droit, 11 pour les fondements et opportunités économiques, 12 pour le développement humain et 3 points dans la participation au processus démocratique. Tous ces progrès ont permis au pays de se hisser au 18e rang africain de l'indice Ibrahim de la gouvernance en 2020, soit un bond qualitatif de 15 places dans le classement général durant ces 10 dernières années. Nous parlons toujours de chiffres, cette fois en économie. À l'Assemblée nationale ce mardi, la Commission des affaires économiques et financières a enregistré le projet de loi de finances pour l'année 2021. Il s'équilibre à 8 398 milliards de francs CFA. Jean-Luc Mombo donne les détails de la séance. C'est le début d'une semaine particulièrement chargée pour la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. L'examen d'une quarantaine de projets de budget ministériel dans le cadre de l'adoption du projet de loi de finances 2021. Pour ce premier jour, ce sont 2 ministres qui sont venus présenter leur budget. Notre ministère a mis l'accent sur l'approfondissement des efforts au niveau de l'intégration régionale avec le renforcement de notre présence sur la scène régionale et continentale. Il s'agit de mettre en place une administration moderne et performante. Ensuite, les services fournis qui répondent aux normes de qualité. 2,6 milliards de francs CFA de budget pour le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et 350,8 milliards de francs CFA pour le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Tous les 2 projets adoptés par la Commission des affaires économiques et financières. Le budget global, lui, a été présenté par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Il s'établit à 8 398,9 milliards de francs CFA. Le gouvernement, dans sa quête permanente d'amélioration du bien-être de la population, continuera, à travers le budget 2021, d'investir dans les infrastructures de base. Ainsi, le budget 2021 consacre un montant de 359,7 milliards de francs CFA à l'aménagement des routes, une somme de 145,8 milliards de francs CFA pour les investissements dans le secteur de l'énergie, 84,1 milliards dans le secteur de l'hydraulique, 76,6 milliards consacrés à l'assainissement et à la salubrité. Le budget 2021 a été élaboré sous forme de budget programme, comme celui de l'exercice précédent. En 2020, c'est vrai, c'est la première année de mise en œuvre du budget programme, mais vous savez, avec la pandémie de coronavirus
qui a bouleversé beaucoup de choses, qui a un peu retardé la mise en œuvre de diverses activités. Je crois que globalement, l'ensemble des départements ministériels ont su tirer leur épingle du jeu. Et c'est ça d'ailleurs qui nous permet aujourd'hui de venir présenter un second budget sous le format budget programme. L'examen du projet de loi de finances 2021 devrait s'achever le vendredi prochain avec son adoption par la Commission des affaires économiques et financières avant une adoption définitive en séance plénière. Un premier conseil de médiation s'est tenu sous la présidence du médiateur de la République, Adama Toungara, avec les 12 autres médiateurs délégués de la Côte d'Ivoire. Ils ont évalué la situation sociale post-électorale. La cartographie des conflits fut passée en revue pour apporter une solution à la situation qui prévaut dans certaines zones en proie au conflit. Des missions pour instaurer la cohésion sont annoncées. Les précisions de Mamadou Kouassi. Plus d'un an après sa création, le Conseil de la médiation se réunit pour la première fois. Il s'agit pour l'ensemble des 12 médiateurs délégués et du président de l'institution d'aborder les sujets de l'actualité ivoirienne ainsi que leurs 5 attributions principales. Les violences constatées dans plusieurs régions de Côte d'Ivoire en cette période électorale sont également abordées. C'est surtout dans le Gbeke. Le Gbeke, dans la ville de Bouaké, bon, ça va, c'est autour, dans les villages environnants. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous regrettons ce qui s'est passé et nous allons aller à leur rencontre pour les sensibiliser à beaucoup plus de paix. Les médiateurs délégués exposent leurs recettes pour faire face à cette situation que traverse la Côte d'Ivoire. Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et donc, vous n'avez pas gagné en ce qui concerne les marches, les destructions massives que vous avez menées, où on a eu des pertes de vue en vie humaine, des gens qui ne reviendront jamais. Il s'agit pour vous maintenant d'innover, d'arrêter tout cela et de mettre en place des projets innovateurs. Au terme des 3 heures de discussion, Adama Toungara confie des missions à ses collaborateurs afin de ramener la quiétude habituelle dans toutes les régions. D'importantes décisions sont arrêtées, dont nous allons envoyer très bientôt dans toutes les régions où il y a eu des violences, des délégations pour essayer d'arriver à refaire la cohésion, l'entente entre les habitants de ces régions. Si vous analysez bien les événements qui sont passés en Côte d'Ivoire pendant la pré-campagne, la campagne, vous constaterez que les zones, les régions où nous avons installé des comités de veille qui sont partis en profondeur des problèmes. Il n'y a pas eu de violence, ce qui nous encourage maintenant à aller très vite pour mettre en place des comités de veille dans les régions où même il n'y a pas eu qu'on appelle de conflit. Le médiateur de la République a saisi l'occasion pour rappeler la mission confiée à son institution. La médiation est une action qui se conjugue dans le temps et qui se fait aussi dans la discrétion. C'est ça le rôle sur lequel je voudrais insister auprès de la population ivoirienne. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des différentes initiatives menées par le médiateur de la République pour renforcer la cohésion sociale. Pour rappel, des délégations sillonnées des différents départements de Côte d'Ivoire pour élaborer la cartographie des conflits avec à la clé la grande rencontre du médiateur de la République avec les différentes couches de la société pour appeler à un environnement électoral apaisé. Et des actions sont aussi initiées par des organisations pour promouvoir la cohésion sociale. Le mouvement Paix en Côte d'Ivoire a investi hier les villes d'Aboisseau et de Grand-Bassam. Les populations ont été invitées à faire la promotion de la paix au quotidien. Eugène Toubé. En circuit fermé, ils ont marché pour la paix en Côte d'Ivoire. Partis de la gare routière, les artisans de la paix sont retournés à leur point de départ et sont stationnés les véhicules en partance pour Abidjan. Nous sommes à Aboisseau. Ce sont les acteurs du secteur des transports, opérateurs économiques et partenaires sociaux mobilisés pour la première étape de la caravane pour la paix en Côte d'Ivoire. Une initiative de l'organisation Mouvement pour la paix dirigée par Diaby Brahima, directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire. 1 heure plus tôt, les objectifs de la caravane étaient expliqués aux transporteurs, opérateurs économiques et partenaires sociaux mobilisés. Caravane à laquelle s'est associée la Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENACOVICI. Sans la paix,
mon produit ne va pas arriver dans les Sud Comoué. Nous devons promouvoir la paix partout en Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, on devient un. Voilà la vraie paix de Houphouët-Boigny qui nous a laissé. Aboisseau a accueilli la caravane pour la paix en Côte d'Ivoire, fier de compter parmi les villes qui n'ont abrité aucune violence ni heurts entre communautés après la présidentielle du 31 octobre dernier. Le vivre ensemble et la cohésion sociale sont une tradition. La gare routière d'Aboisseau, lieu cosmopolite et diversifié, est un cadre idéal de promotion de la paix. Nous avons l'intention de répercuter ce message de culture de la paix à nos jeunes surtout, pour que la région du Sud Comoué, et particulièrement la ville d'Aboisseau, maintienne toujours ce climat qui existe depuis le début des élections. Grand Bassam a été la seconde étape de la caravane du mouvement pour la paix. La rencontre avec les populations a eu lieu au siège du syndicat national des transporteurs de marchandises de Côte d'Ivoire. Toujours la paix au centre des échanges. La seule chose que nous avons en commun, c'est la paix. Et que cette paix-là doit être véritablement partagée par tous. Et lorsque nous avons compris ça, nous aurons compris que le bien-être que nous allons vivre va donc se répercuter sur nos héritiers, qui sont les enfants qui viendraient demain pour la Côte d'Ivoire. Diaby Ibrahim et Irelou Coulette espèrent que la notion de paix va s'inculquer dans l'esprit de tous et que chaque citoyen, quelle que soit sa chapelle politique, sa région ou sa catégorie socio-professionnelle, y apporte sa contribution. En la mémoire de feu Félix Houphouët-Boigny, celui que la Côte d'Ivoire entière tient pour apôtre de la paix. Nous partons maintenant pour Tiassalé. Cette localité de l'Agnébitiassa livre ses secrets de paix. Là-bas, aucune communauté n'a été perturbée par le vent de violence qui a émaillé l'élection présidentielle d'octobre dernier. Suivant ce témoignage d'Alain Danho et de Tanguy Tanguy. Ville de Tiassalé, dans la région de l'Agnébitiassa, au nord d'Abidjan. 2 semaines après l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, forte de ses 48 000 habitants, représentatifs de tous les groupes ethniques de la Côte d'Ivoire et des nationalités de la sous-région ouest africaine, cette ville n'est pas tombée dans la violence. Les images et l'animation sur le marché de la ville en disent long. Comme tous les jours, Ayoua est venue faire son marché. Elle négocie avec les vendeuses pour avoir les meilleurs prix. Non, les gens ne se sont pas affrontés ici. À Tiassalé, rien ne s'est passé ici. Ce chauffeur de tricycle connaît bien la ville et ne dit pas autre chose. Il y a eu des palabres dans les autres coins. Selon moi, ici, il n'y a pas eu de palabres parce que nous cultivons ici l'amour, nous cultivons ici la paix. Ce n'est pas un hasard que la ville de Tiassalé est jusque-là à l'abri des violences électorales. Pour l'heure, le système de prévention de conflits communautaires mis en place par les autorités administratives et les élus locaux se révèle efficace. Pour en savoir davantage, nous mettons le cap sur la mairie. Le maire de la commune, Assali Timoko, et ses collaborateurs préparent une visite de terrain. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Quelles sont les communautés qu'on rencontre? Et quelle est la suite de ce qu'on va faire toute la journée? En route pour rencontrer la trentaine de chefs de communautés de la ville, le maire nous déroule sa stratégie de prévention, de gestion des crises et de conflits communautaires. On a réactivé toutes les associations qui ne fonctionnaient pas. Et donc vous avez l'association des chefs de communauté, vous avez l'association des femmes dans chaque quartier, vous avez les présidences des jeunes dans chaque quartier. Et on a mis récemment en place le conseil de quartier. Et donc ces personnes sont des relais qui travaillent dans les quartiers et qui donnent information à chaque instant aux maires sur l'évolution des choses dans le quartier. Ce mécanisme a fait ses preuves et a permis de faire face aux rumeurs les plus folles. Une nuit, on nous a dit que des gens auraient déversé 82 personnes qu'on appelle les microbes dans la ville. Et c'était très sensible cette information-là. Et automatiquement, on a déployé le système, on a convoqué tous les chefs, on a convoqué la police. Et ensemble avec la mairie, on a fait le tour de tous les hôtels de la ville, puisqu'on disait que les microbes étaient dans les hôtels. Et comme les chefs étaient là, comme les présidents des jeunes étaient là, et qu'ils ont vu eux-mêmes que c'était une fausse information, le lendemain, cette rumeur-là a disparu. Au quartier prof, le maire est le bienvenu. Passé les salutations d'usage, débutent les échanges avec le premier magistrat de la ville. Kwanda Draman, le chef de la communauté CEDEAO, explique comment il a dénoué des crises à son niveau. Le 31, le dimanche nuit, à 1h du matin, j'ai été interpellé par nos communautés et qui m'ont été informés qu'il y avait eu des attaques à Dibikro.
que précisément les microbes sont arrivés. Ils sont déjà battus 2 et sont dégoûtés 3. Alors donc les gens viennent dans leur village. Alors à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Je leur dis, bon, ok, j'ai compris. Ne touchons pas quelqu'un, restez tranquille. Parce que ce sont des rumeurs, ils ont des intérêts à vous mettre en conflit et puis se retirer. Les interventions des chefs de communauté montrent bien que le mécanisme d'anticipation des conflits a bien fonctionné, du moins pour le moment. Il y a surtout une nouvelle donne que le maire tient à porter à la connaissance de la population à travers ses chefs de communauté. Quand le président Bédié et le président Ouattara se rencontrent au Golf Hotel et qu'au sortir de cette rencontre-là, les deux disent que c'était une prise de contact qui va être suivie d'autres rencontres plus pragmatiques dans le fond, ça veut dire qu'on est en train de dépasser le stade de la belligérance. Cela doit avoir une conséquence sur toute la Côte d'Ivoire. Message bien perçu par Assemian Georges, le coordonnateur des chefs de communauté de Tia Salé. Nous, chaque chef a dit à ses membres, n'écoutez pas les ondits là. Les ondits là, c'est des fausses rumeurs. N'écoutez pas tout ça là. Chacun des chefs de communauté est reparti, résolu à jouer sa partition pour garder Tia Salé à l'abri de la violence sous toutes ses formes. En plus de la coordination des chefs de communauté, le mécanisme mis en place par le maire se prolonge sur le terrain à travers des présidents de conseils de quartier et les présidents des jeunes. Le directeur socio-culturel de la ville nous conduit au quartier Baoulé. Lorsque nous allons jouer au ballon, nous avons des terrains de foot ici. Après le match, nous nous retrouvons parce qu'ici, c'est un quartier de la ville. Mais nous vivons comme un village, comme vous l'avez remarqué. Voici le message que nous leur portons. Nous ne voulons pas de violence dans notre quartier. Et je voulais profiter de l'occasion pour dire merci vraiment à tous ces jeunes qui ont vraiment saisi le message de la paix. En début d'après-midi de ce vendredi 13 novembre, les délégations d'organisations de femmes et de jeunes répondent à la convocation du maire relativement aux menaces de violence qui guettent la ville. Il y avait effectivement des rumeurs, mais il y a des velléités de mettre du désordre à Tia Salé, effectivement. Mais grâce à l'apport de la population, des autorités, le maire, ainsi de suite, je pense qu'on a pu pallier au plus difficile. Ici, comme à toutes ces rencontres avec les populations, Assalé Timoko appelle les populations à laisser la politique aux politiciens. Les élus locaux ne sont pas les seuls au front pour épargner les populations de la violence. À l'échelle du département, le préfet surveille la situation comme du lait sur le feu. Habituellement, quand les populations ne sont pas contentes ici, ils ferment l'entrée du pont. Et ça crée beaucoup d'embouteillages. Quand vous quittez Gagnewa, Divo pour venir vers Tia Salé, arriver au pont, vous ne pouvez plus passer. Nous avons eu les informations, nous sommes allés vers les auteurs, nous avons trouvé la solution. Pour le préfet Kone Vakaba, sa stratégie de sensibilisation, d'anticipation et de pédagogie donne des résultats. Ce qui s'est passé à Sikinsi, n'ont pas voulu que ça se passe à Tia Salé. Nous avons réussi au niveau de Tia Salé par anticipation des conflits qui pouvaient survenir. La synergie des actions a permis d'épargner la ville de Tia Salé des violences. Reste maintenant à maintenir le cap en surveillant et en anticipant les facteurs de risque de violence ou de conflits communautaires que regorge la ville pour une paix durable dans la localité. Voilà une gestion encourageante de la situation par les autorités de Tia Salé, des actions qui sont appuyées par le CNDH et le Conseil national des droits de l'homme a d'ailleurs remis ses rapports annuels 2018-2019 sur l'état de droit de l'homme en Côte d'Ivoire. Ce rapport a été réceptionné par le ministre Gilbert Kafana Koné qui représentait pour l'occasion le président de la République Alassane Ouattara. Ce rapport, soulignons-le, a tenu compte de presque tous les aspects des droits de l'homme. Ahmed Traoré et Éric Goré vous feront un point détaillé au cours de nos prochaines éditions. À Ouangolodougou, la journée nationale de la paix fut l'affaire de tous, des guides religieux, autorités administratives et politiques. Ils ont ensemble animé la ville par plusieurs activités faisant la promotion de la paix. Le reportage de Kader Sogodogo. Le stade municipal de Ouangolodougou, c'est le cadre choisi pour la célébration de la journée nationale de la paix. Les populations de la ville aux deux frontières étaient réunies autour du préfet du département pour la circonstance. Tous voulaient marquer leur adhésion à la paix.
Le gouvernement nous invite, vous et moi, vivant sur le territoire national, ainsi que tous les Ivoiriens vivant à l'étranger, à des actions de promotion de la paix et de la solidarité, de renforcement de la paix et de la cohésion sociale à l'occasion de cette journée spéciale. Les élus étaient également là pour inviter les populations à consolider la paix au quotidien. Ouagadougou, notre belle cité, en est le prototype. Une ville multiforme avec une panoplie d'ethnies, de nationalités, de religions, de cultures et j'en passe. Dans ce mélange, nous nous respectons, nous nous aimons et nous travaillons ensemble pour un lendemain meilleur. Notre devoir sera de consolider les nombreux acquis et d'œuvrer sans cesse à la préservation du climat de paix, seul gage de stabilité. Culte musulman et chrétien, ainsi que le sport, ont constitué les temps forts de cette journée de la paix initiée en 1996 et célébrée à l'échelle nationale. Sachez que cultiver la paix, ce n'est pas se faire, c'est de ne pas se faire d'ennemis. Et s'il y en a un à éviter particulièrement, c'est la Covid-19. Voyons d'ailleurs les données de la gestion de cette pandémie par les autorités sanitaires ivoiriennes. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique annonce pour ce mardi 16 nouveaux cas de Covid-19 sur 370 échantillons prélevés, ce qui représente 4,3% de cas positifs. 12 personnes sont annoncées guéries. Il y a malheureusement un décès. Ce 17 novembre, la Côte d'Ivoire compte 21 004 cas confirmés, dont 20 675 personnes guéries, 129 personnes décédées. Il reste encore 200 cas actifs. Veillons au respect des gestes barrières pour briser la chaîne de contamination. En sport, ce mardi, le match entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les zébus de Madagascar s'est achevé sur un score de 1 but partout. Ce match est raconté par Arsène Kouassi et Essojan. Vainqueurs à domicile lors de la 3e journée 2-1, les éléphants tentent de remettre le couvert pour l'acte 2 de la double confrontation face à Madagascar dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022. Un match important pour le sélectionneur Patrice Baumel qui opte pour un trident offensif, Pépé, Lago, Haller, à la place des cadres habituels absents. Un choix apparemment judicieux dès l'entame avec la tentative de Junior Lago, mais sa frappe frôle le cadre. La mainmise des éléphants se concrétise au quart d'heure de jeu avec un pénalty parfaitement transformé par Franck-Yannick Kessié. Cet avantage au tableau d'affichage permet aux éléphants de rejoindre sereinement les vestiaires. Les Barrias reviennent dans la partie en seconde période avec l'égalisation de Samuel Amada. 1 but partout, score final. Les éléphants de Côte d'Ivoire confirment leur leadership de la poule K en attendant les 2 prochaines sorties en mars. L'information hors de chez nous, au Burkina Faso, l'actualité, c'est la campagne présidentielle 2020. Le scrutin a lieu le 22 novembre prochain. 13 candidats sont dans l'arène. 2 d'entre eux ont été suivis par nos envoyés spéciaux, les candidats du CDP et de l'UPC. Ils présentent leur programme de société dans cet élément de Sidonie Davila et Adama Kéré. On regarde. La capitale burkinabé, Ouagadougou, comme bien d'autres villes du pays, au rythme des meetings et autres activités politiques visant à convaincre les électeurs. Face au président sortant, Roch Marc Christian Kaboré, 12 autres candidats pour ce scrutin présidentiel. Parmi eux, le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabri. Au stade municipal de Ouagadougou, il choisit de présenter son offre politique en langue morée. L'emploi des jeunes sera notre priorité. Permettre l'autonomisation financière des femmes par la création d'une banque spéciale. Installer des unités industrielles afin de produire et d'exporter. Concernant la question sécuritaire, dès le 23 novembre, une stratégie sera mise en place pour chasser les forces du mal hors du pays. Le Congrès pour la démocratie
et le progrès, CDP, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré, est aussi dans la compétition avec Eddy Komboigo. Je voudrais prendre l'engagement ici pour vous dire que Eddy Komboigo au pouvoir, il ira chercher par la voie diplomatique la solution pour que la paix revienne au Burkina Faso. Nous ferons tous les compromis, sans compromission. Au-delà des meetings, les candidats utilisent d'autres moyens pour communiquer en cette période de campagne. À Ouagadougou, au Burkina Faso, se dressent le long des voies des affiches à l'effigie des différents candidats à la course présidentielle. Et nous terminons ici cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. À 6h30, un autre point d'information avec Régis Kofi et je vous retrouve à 23h pour un autre journal. Bonne soirée chez vous.